Au début, ce n'avait été qu'une brise, légère et chaude comme celle qui berce les soirs d'été. Un vent doux comme une caresse, la promesse d'un bonheur pour de vrai. Après la Première Guerre mondiale, les États-Unis s'étaient placés parmi les grandes puissances militaires, économiques, technologiques et culturelles. Nous étions devenus le nouveau monde, enfin. Tout était moderne. Les machines, la médecine, le dentifrice, le jazz. Même les femmes étaient plus libres. Même les ouvriers étaient un peu mieux payés. Le souffle chaud du progrès attisait la prospérité. À la bourse de Wall Street, le cours des actions s'envolait. Nous nous sommes laissés entraîner par cette bourrasque. Il suffisait de parier, il suffisait d'y croire. Nous allions tous être riches, heureux pour l'éternité. Et puis, l'air entêtant de la petite musique s'est arrêté, d'un coup. La crise de 1929 a éclaté. Je m'appelle Jeff Stryker. Je me reconnais dans tous les visages de la crise, car j'ai été l'un d'eux. Mon histoire est celle de tous ceux qui furent emportés par la Grande Dépression économique des années 1930. Un parmi tous, mais ensemble. J'ai 20 ans en 1929. Étudiant en économie à l'université new-yorkaise de Columbia, j'étais alors promis à tous les succès. La crise a tout remis en question. Le 24 octobre 1929, suite à l'annonce d'une réduction de la production américaine, le cours des actions plonge de 22%. C'est le jeudi noir. La lenteur des communications amplifie la panique. Elle tourne à l'émeute quand la police empêche les actionnaires d'entrer dans la bourse de Wall Street. Lundi 28 octobre, mardi 29 octobre, la chute s'emballe. Les plans d'investissement se révèlent insolvables, voire frauduleux. 30 milliards de dollars disparaissent en une semaine, soit 10 fois le budget de l'État fédéral. Il est difficile d'analyser les causes de la crise sur le moment. Le krach de 1929 apparaît comme celui de tous les excès. Surtout de la spéculation et des crédits trop faciles. De l'inflation et du surendettement. Du trop, puis du trop peu de monnaie. Pour mes parents, fermiers dans les grandes plaines, ces jeux de la finance ne concernaient qu'une minorité de nantis. Pas eux. Mais voilà, le krach boursier produit une réaction en chaîne qui touche tous les Américains. La faillite des spéculateurs et des investisseurs entraîne celle des banques. Elles refusent de prêter un argent qu'elles n'ont pas. Les épargnants n'ont plus confiance et se précipitent pour retirer leurs économies, souvent en vain. La crise boursière devient bancaire et industrielle. Les crédits et les investissements se tarissent, la consommation et la production ne cessent de chuter. Pour tenter de survivre, les entreprises licencient en masse. En 1930, 9% des travailleurs étaient au chômage. 2 ans plus tard, ils sont 25%. Du krach de 1929, nous sommes passés à la Grande Dépression. Moi aussi, je me retrouve à la rue. La prospérité des années 1920 avait permis à mes parents de financer mes études.
La chute des cours ne le leur permet plus. Mais je refuse de retourner à la maison. J'incarnais le rêve américain, la promesse d'une progression sociale. Je ne veux pas être un cauchemar à leurs yeux. De la crise, je me rappelle la fin. C'était une fin terrible, la fin d'un autre âge, comme une fleur dans le ventre qui s'ouvre et qui déchire les intestins. Je me rappelle les Hooverville, ces bidonvilles surgis au cœur des grandes métropoles comme New York ou Washington, et baptisés par dérision du nom du président américain Edgar Hoover. Les familles chassées de chez elles par les banques, les employés sans travail, et moi y trouvons refuge. C'est un bric-à-brac de bouts de tôle qui font danser les lampes tempêtes, un avenir de bouts de ficelle, un dédale de chemin qui tourne en rond comme un chien sur lui-même. C'est un village sans fondation. Je me rappelle aussi la misère. Difficile de rester insensible ou prostré quand on voit des femmes donner à leur nouveau-né des biberons de sauce de porc salée parce qu'elles n'ont pas assez de lait et qu'elles ne peuvent en acheter. Au bout de quelques jours, les enfants bleuissent, puis meurent. Les mères pleurent, mais elles se disent, au fond, que c'est mieux comme ça. De la crise, je me rappelle aussi les foules qui investissent les rues, les vendeurs de pommes à 5 cents, tous ces hommes qui attendent sans savoir vraiment quoi. Nous n'étions même plus remplaçables. Rien, juste des riens, mais en grand nombre. Je revois les queues immenses devant les soupes populaires. Au début, je me demandais pourquoi on me poussait à passer devant tout le monde. En fait, ce n'était pas par bonté d'âme. La soupe est toujours plus claire sur le dessus car les légumes tombent au fond. Qui voulait survivre devait toucher le fond. J'ai très vite appris la leçon, mais j'ai continué à me mettre dans les premiers de la file. Un crouton me suffisait et le pain n'avait jamais le temps de rassir. Il était inimaginable alors de demander l'aide de l'État. Ce n'était ni notre culture, ni notre caractère. On nous avait appris à être chacun le maître de notre propre destin. Ma misère était un coup du sort. Elle est collective, pas individuelle. Notre désarroi se transforme en colère. En mars 1930, 35 000 personnes défilent dans les rues de New York pour réclamer du travail et du pain. Un an plus tard, nous marchons sur Washington, mais la police nous empêche de donner nos doléances au président Hoover. Celui-ci semble complètement dépassé par les événements. Son optimisme forcené dans le système et dans l'avenir, sa croyance dans le laisser-faire libéral ne permettent pas de redresser la situation. 1932, la crise s'amplifie encore et la colère monte d'un cran. Je suis toujours à Washington quand arrivent les 20 000 vétérans de la Première Guerre mondiale. Ils réclament le Bonus Army, la prime et les arriérés de solde promis par le gouvernement. Hoover refuse, car payer la prime mettrait l'État en faillite. Les manifestants s'agitent. Alors, il envoie MacArthur et son armée chasser les anciens soldats. Pour disperser la foule, on utilise pour la première fois les gaz lacrymogènes, surnommés aussitôt « ration Hoover ». Je m'enfuis. 2 soldats m'enjambent, baïonnette au canon. Ils chargent. Bilan côté vétéran, 4 morts, 55 blessés graves, 1000 plus légers, 2 enfants asphyxiés, une fausse couche. La crise du Bonus Army scelle le sort de Hoover.
Celui qui, 4 ans plus tôt, avait promis la fin de la pauvreté, incarne aujourd'hui la dépression, l'exclusion, le marasme, le découragement, l'ancien monde. Franklin Delano Roosevelt, gouverneur de New York, personnifie, lui, le changement. Le 8 novembre 1932, il est élu 32e président des États-Unis avec 57% des voix. Au même moment, en Allemagne, Adolf Hitler et le parti nazi remportent les élections législatives. Depuis le krach boursier de Berlin en 1927, l'Allemagne s'est enfoncée dans une nouvelle récession économique. Le rapatriement des capitaux américains en 1930 a accéléré sa Grande Dépression. Les Allemands se sentent abandonnés. Les partis traditionnels semblent incapables de réduire le chômage et les tensions sociales. En janvier 1933, le président Hindenburg nomme alors Adolf Hitler chancelier d'Allemagne. Les nazis sont au pouvoir. Deux mois plus tard, j'assiste à l'investiture du président Roosevelt, le 4 mars 1933. Grâce à un petit boulot, j'ai investi dans un costume 2 pièces. Je suis alors embauché pour servir de coursier entre les différentes administrations. Pour réussir son pari, le très conservateur Roosevelt s'est entouré d'une équipe d'experts aux idées progressistes, la plupart issus de l'Université de Columbia, comme lui, comme moi. Ce Brain Trust, ce club des cerveaux, n'était pas un groupe institutionnel constitué, d'où sa liberté d'action. Roosevelt donne 100 jours à sa nouvelle équipe pour changer l'Amérique. Il importe d'aller vite pour montrer qu'on contrôle la situation. Les citoyens sont encouragés à donner leur avis. Leurs lettres étaient toutes étudiées. Et souvent, une proposition jugée pertinente par les New Dealers pouvait se retrouver dans un article de loi les jours suivants. Les premières réformes concernent les banques. La loi de secours bancaire garantit les dépôts jusqu'à 10 000 $ pour protéger les petits épargnants. Rassurés, les Américains redéposent leur argent et les taux d'intérêt commencent alors à diminuer. La planche à billets se remet à fonctionner. Après les banques, c'est au tour des entreprises. Là aussi, l'intervention de l'État pour réguler l'économie apparaît comme la principale solution. L'Administration nationale pour le redressement, ou NRA, encourage les sociétés à respecter une concurrence loyale et à négocier des conventions collectives avec les salariés. C'est un programme clé du New Deal, promu comme tel. Une politique de grands travaux est mise en place pour lutter contre le chômage. 4 millions d'Américains retrouvent ainsi un emploi. Le New Deal prévoit de construire des barrages hydroélectriques, 1500 km de pistes d'atterrissage, 124 000 ponts, 18 000 terrains de sport. Les nouvelles routes transcontinentales désenclavent les campagnes. Les États s'unissent. Roosevelt apparaît comme un président qui tient ses engagements. Toutefois, pour financer sa politique, Roosevelt réduit aussi les salaires des fonctionnaires. Il autorise des coupes sombres dans les budgets de l'armée,
de la recherche et de l'éducation. Cela ne suffit pas. Alors, pour lever de nouvelles taxes sur l'alcool, les démocrates abrogent en 1933 la prohibition, le symbole des années 1920. Comme tous les Américains, je fête l'événement dignement. Confrontée à la même Grande Dépression, l'Europe tente de trouver des solutions. Pour réduire le chômage, l'Allemagne nazie d'Hitler et l'Italie fasciste de Mussolini financent par le surendettement une politique de grands travaux et de réarmement. La question sociale est au cœur de toutes les préoccupations. Elle induit un clivage idéologique fort et déterminant. D'un côté, l'Espagne républicaine, la France, l'Angleterre et l'Amérique entendent lutter contre la crise en mettant en avant les valeurs démocratiques. Les fascistes, les nazis et les ultranationalistes japonais entendent imposer leur régime totalitaire et raciste par la discrimination, la force et la violence. En Union soviétique, la lutte des classes doit permettre plus d'égalité, mais souvent au prix d'une perte de liberté et d'une terreur sanglante. D'abord portés par la crise, les communistes américains ne sont pas parvenus à s'imposer. Divisés par les guerres intestines entre pro- et anti-staliniens, leurs discours ne convainquent pas les pragmatiques ouvriers américains, très attachés aux libertés religieuses. Ils demandent avant tout un emploi. Seul le New Deal peut leur en donner un. À mon niveau, en finir avec la crise signifie surtout obtenir un travail stable et fonder une famille, avec Alice. Nous nous sommes rencontrés en 1935 et c'est grâce à elle que j'ai obtenu un poste dans la toute nouvelle administration pour la réinsertion. Dirigée par Rexford G. Tugwell, elle doit venir en aide aux fermiers américains et aux travailleurs migrants. Roy Stryker est chargé d'y mettre en place un projet photographique pour documenter la Grande Dépression. Amusé par la similitude de nos noms, Roy Stryker accepte de prendre le tout jeune Jeff Stryker comme assistant. Roy avait rassemblé autour de lui une formidable équipe de photographes. Dorothy Lange, Walker Evans, Marion Post Walcott, Jack Delano, Russell Lee, John Vachon et bien sûr Arthur Rothstein. Arthur, c'était mon pote. Fils d'émigrés juifs, étudiant à Columbia, il avait tout juste 20 ans quand Roy lui confia sa première mission dans le comté de Cimarron, à l'extrême ouest de l'Oklahoma. À Washington, nous pensions tous que la crise était maintenant derrière nous. Arthur nous fait découvrir qu'elle sévit toujours dans les campagnes. Depuis plusieurs années, des blizzards de poussière s'abattaient sur le Dust Bowl, le cœur agricole des États-Unis entre le Dakota et le Texas. Souvent, Arthur me parlait de la terreur et de la fascination qu'il avait éprouvée face à ce phénomène. Il y a d'abord ce grondement sourd, lointain comme un roulement de tonnerre. La lumière qui s'enfuit puis qui s'enterre.
ce souffle qui trépigne comme le sifflement de la bouilloire. Seuls les talons précipités des femmes résonnent dans la rue comme sur une pierre tombale. Au fil des années, quand la saison des tempêtes approche, certains deviennent fous de terreur et d'angoisse. D'autres se suicident. Ce phénomène naturel avait été en réalité causé par l'homme. Surexploité au cours des années 1920 pour répondre à la consommation en hausse, les terres s'appauvrissent et s'érodent. La mince couche de sol arable est alors emportée par les blizzards. Pour Roosevelt, sauver les fermiers passe par la mise en place d'une politique environnementale fédérale. Pour freiner les vents, le gouvernement mène une politique d'afforestation, de boisement et crée de très nombreux parcs nationaux. Pour réaliser ces travaux titanesques, le Corps civil de protection de l'environnement crée 250 000 emplois pour les jeunes chômeurs. C'est un succès. Parallèlement, des ingénieurs tentent de former les fermiers à cultiver leurs terres en suivant les courbes de niveau, et même en pratiquant le semis direct, c'est-à-dire sans labour. L'écologie scientifique fait un pas de géant, mais pour les fermiers, le mal est déjà fait. Suite à la chute des cours, surendettés puis acculés à la faillite, les farmers sont obligés d'abandonner leurs exploitations. Certains essaient de transporter leurs maisons, mais dans les faits, les banques les expulsent pour se constituer à bon compte d'immenses propriétés. Le New Deal a bien essayé d'empêcher ces expropriations, en autorisant le rééchelonnement des dettes ou en accordant des crédits à taux bas. Mais au lieu d'être versées directement aux fermiers, les aides fédérales tombent dans l'escarcelle des propriétaires terriens. Chassés, les familles chargent les vieilles Chevrolet de matelas crasseux, d'instruments de cuisine noircis et prennent la direction de la Californie. C'est à partir de ce moment que commence le mythe de la route 66. C'est une nouvelle ruée vers l'ouest de pauvres, de déclassés qui ont perdu leurs rêves mais qui continuent encore d'espérer. Les migrants américains symbolisent toute la Grande Dépression. Des romanciers comme John Steinbeck, dans Les raisins de la colère, ont tenté de raconter leur histoire. Mais c'est Dorothy Lange qui fut la première à photographier et à documenter cette transhumance humaine. Ces images sont des preuves, des témoignages. C'est pourquoi il était important pour elle de constituer des séries et pas forcément des œuvres d'art. Ces photos nous racontent moins une époque que ses contretemps, celle des invisibles, c'est-à-dire des personnes que personne ne veut voir vraiment. Dorothy leur donne un visage, et c'est étrange cette manière dont chacun nous fixe, à travers et au-delà de l'objectif, dont il nous interroge, inquiet et heureux qu'on se préoccupe enfin d'eux.
Publiées dans les journaux, ces photos servent la politique des New Dealers. Roy Stryker veille d'ailleurs à ce que ces photographes suivent et illustrent chaque programme gouvernemental. Malheur aux images pas assez lisibles à ses yeux. Il n'hésitait pas alors à poinçonner les négatifs. Roy s'acharnait en particulier sur les clichés de Walker Evans, parfois avec un malin plaisir. Il considérait le photographe comme trop distant, plus préoccupé par sa carrière artistique que de servir la politique de Roosevelt aveuglement. C'est un peu vrai. Mais je ne jette pas la pierre à Walker Evans. Moi aussi, je m'embourgeoisais. Mon mariage avec Alice avait été l'occasion d'une dernière fête bohème. Elle célébrait le retour d'une certaine insouciance et d'une prospérité possible. Mais personne n'oubliait ces années de misère. Les New Dealers comme moi habitions le quartier de Georgetown, parmi les plus anciens de Washington et les plus délabrés. Au début, c'était presque un acte politique, symbolique, de vivre parmi les Noirs. Mais nous avions les moyens de restaurer les maisons. Alors les loyers ont commencé à augmenter et les Noirs ont disparu de la circulation. C'était comme ça à Washington. Les trottoirs étaient réservés aux Blancs qui y laissaient jouer leurs enfants. La chaussée, c'était pour les Noirs qui la réparaient. Alors ce fut un choc quand je découvrais les photos de Carl Meadens. Il s'était toujours intéressé à l'insalubrité de l'habitat américain. Les bidonvilles, les slums qu'il photographiait se trouvaient à Washington, certains juste à côté de la Maison-Blanche. Ces photos prouvaient que la crise n'était jamais très loin. Je retrouvais sur l'une de ces images le fils d'un de mes voisins noirs disparu sans laisser d'adresse. Moi qui avais vécu dans la rue, j'eus honte. En 1935, même si la situation s'arrange, les conditions de vie restent encore très difficiles pour la plupart des Américains. Pour conserver leur emploi, les ouvriers doivent accepter des baisses de salaire et une augmentation de la productivité. Les employés du textile doivent faire 60 points à la minute, soit 30% de plus qu'auparavant, et la pause du midi est réduite à seulement 5 minutes. Qui ne tient pas la cadence est viré. Qui est malade est viré. Qui conteste toutes ces décisions est viré. Quand une mine est jugée moins rentable, elle est fermée du jour au lendemain. Les gueules noires redeviennent alors des culs blancs. Les ouvriers au chômage ont le droit de vivre à crédit dans les maisons appartenant à l'entreprise pendant 1 an. Puis, ils doivent partir. Les familles survivent en vendant du charbon et de l'alcool de contrebande. La police, elle, ferme les yeux. Si les mineurs partent, ils perdent leur emploi eux aussi. Partis de la base, les grèves sauvages se multiplient. Unis par la crise et dans la misère, les Noirs comme les Blancs y participent. C'est une première. Au lieu de réduire les progrès sociaux, les années 1930 renforcent le mouvement syndical.
En 1935, la loi nationale sur les relations du travail définit le champ de liberté syndicale et des conventions collectives. Dans la foulée, le CIO, le Congrès des organisations industrielles, est fondé par John L. Lewis. Non communiste, le CIO prend ouvertement parti pour le président et le Parti démocrate. Lewis engage le bras de fer à Détroit, à Flint, dans les usines automobiles Chevrolet et General Motors. Soutenus par toute la population, les grévistes occupent pendant 2 mois les ateliers. Les ouvriers élisent un maire, une vie communautaire s'organise. Les photographes de Roy Stryker sont là pour immortaliser cette lutte. Les gouverneurs décrètent la loi martiale, envoient la garde nationale réprimer les mouvements. Les patrons menacent de délocaliser les entreprises et payent double salaire aux jaunes qui refusent de faire grève. Les hommes de main n'hésitent pas à tuer les grévistes récalcitrants. Mais les ouvriers refusent de se soumettre. C'est d'abord une énergie, puis une colère. Des foules immenses manifestent, les mêmes qui faisaient la queue devant les soupes populaires 5 ans auparavant. La victoire des grévistes de Détroit induit l'idée que les progrès démocratiques sont indissociables des progrès sociaux. En 1936, le mouvement s'amplifie. Grève des marins du Pacifique, grève des ouvriers des pipelines, grève des teintureries de Toledo, grève des camionneurs, grève des 125 000 liftiers new-yorkais qui bloquent les ascenseurs des gratte-ciel. Ces derniers revendiquent la semaine des 50 heures, pas moins. Cette contestation fait écho à celle qui porte au pouvoir en France le Front populaire. Le nouveau gouvernement de Léon Blum s'inspire de l'action de Roosevelt pour mener une politique de relance économique et de redistribution des richesses. Le New Deal avait instauré les bases d'un système de protection sociale. Le Front populaire instaure, lui, 2 semaines de congés payés. Les milieux d'affaires américains s'inquiètent. Les États-Unis vont-ils suivre cette surenchère sociale? Les élections approchant, les démocrates des États du Sud sont préoccupés par les sympathies antiségrégationnistes du président. Eleanor Roosevelt s'implique trop, à leurs yeux, dans les associations de défense des droits des Noirs. Tous les projets du New Deal ont condamné la discrimination. Roy Stryker a lui aussi missionné plusieurs de ses photographes pour rendre compte de la situation des Noirs. Les photos étaient loin de l'imagerie du pauvre noir soumis, des nounous hollywoodiennes, des dandys de Harlem à New York. C'était la première fois qu'on les photographiait sans idée préconçue, ni volonté de les humilier. Roy tenait à ce qu'on ne les montre pas en tant que minorité, concept qui tendait toujours à les inférioriser. Grâce à la magie de ces images, tous cessaient d'être des nègres. Ils devenaient des Afro-Américains, des Américains. Mais montrer les populations noires équivalait à ouvrir le débat sur la question raciale. C'était aussi raviver les mouvements racistes d'un mouvement suprémaciste blanche. Le Ku Klux Klan, en particulier, est à l'écoute des idéologies européennes. Il ne cache pas sa sympathie pour Hitler.
Les nazis inquiètent et fascinent une grande partie des Américains. En 1936, Fritz Kuhn crée le Bund germano-américain. Les manifestations, les camps d'été pour les jeunes plagient le mouvement des jeunesses hitlériennes auquel tout enfant de 10 à 18 ans doit désormais obligatoirement adhérer à l'Allemagne. Dans un premier temps, Hitler garde ses distances avec le Bund germano-américain. S'il veut avoir les mains libres en Europe, il est indispensable que l'Amérique ne déroge pas à son principe de neutralité. Hitler n'oublie pas que c'est l'entrée en guerre des États-Unis qui avait précipité la défaite du Reich allemand en 1918. Les tensions et les conflits internationaux résonnent dans la société américaine. Nombreux sont les jeunes Américains à s'engager dans les bataillons internationaux pour venir en aide aux républicains espagnols. Désireux de réformer la société trop vite, le gouvernement démocratique n'est pas parvenu à contrôler les malaises sociaux, économiques, culturels et politiques. Menée par le général Franco, la guerre civile fait rage. Après l'invasion de l'Éthiopie par Mussolini en 1936, le Négus, le roi éthiopien Haïlé Sélassié, s'impose pour les Afro-Américains comme le symbole de la résistance des Noirs face à la colonisation des Blancs. Roosevelt refuse que les conflits extérieurs ravivent les divisions dans la société américaine. Pacifiste, celle-ci reste hostile à toute intervention américaine. Désireux de calmer ses angoisses, le président signe la première loi sur la neutralité qui interdit toute livraison d'armes aux belligérants. Garantir l'unité nationale est sa principale préoccupation. Il faut dire qu'en 1936, le président Roosevelt postule à sa réélection. Ladies and gentlemen, the President of the United States. C'est l'heure des bilans. Les photographes de Roy Stryker ont pour mission de mettre en avant les progrès réalisés afin d'aider les New Dealers à obtenir des soutiens politiques et surtout financiers. Dorothy Allange photographie les colonies de réhabilitation rurale. Il s'agit tantôt d'un camp de caravanes, tantôt de petites maisons. Ce sont autant de micro-cités différentes, autosuffisantes et autogérées. Les familles y retrouvent des repères, une hygiène, une santé, un peu de gaieté, une dignité, un avenir peut-être. En tout cas, tous espèrent mettre assez d'argent de côté pour s'acheter une nouvelle ferme. Le mythe du self-made man américain tient toujours bon. L'un des succès les plus importants du New Deal, c'est d'avoir restauré la confiance. En 1936, la production industrielle retrouve 90% de son niveau de 1929. En revanche, la pression sur le marché du travail reste considérable. Les programmes fédéraux ont certes réduit le chômage, mais ils coûtent cher. Et Roosevelt a décidé de les démanteler progressivement. Nombreux sont les sondages, les journalistes et les bookmakers à prédire la défaite du président. En effet, son New Deal a du plomb dans l'aile. La Cour suprême des États-Unis, très libérale, c'est-à-dire partisane du laisser-faire économique, invalide plusieurs mesures phares du New Deal comme le NRA. Les adversaires de Roosevelt dénoncent sa fuite en avant, son aventurisme.
il condamne la propagande et le culte de la personnalité entretenu par les New Dealers. L'opposition de droite le compare à un nouveau Staline et celle de gauche à un prochain Hitler. Pourtant, à aucun moment Roosevelt n'a cherché à museler ni à éliminer l'opposition. Jamais les États-Unis ne furent autant une démocratie. Jamais les Américains n'ont autant voté que pour ces élections. Le 3 novembre 1936, je suis à New York avec Alice. Nous attendons les résultats, fébrilement. Je croise les doigts. On nous promet une nuit longue. Elle est très courte. À une écrasante majorité, 11 millions de voix d'écart, Roosevelt remporte 46 des 48 États. Alice saute de joie. Maintenant, elle veut un enfant, et puis non, 2. Je l'embrasse. Je suis heureux. 2 jours plus tôt, le 1er novembre, l'axe Rome-Berlin-Tokyo a été officiellement proclamé. Les dictatures s'allient et font front commun. Légitimé par sa réélection et disposant d'une majorité écrasante d'élus démocrates au Congrès, Roosevelt reprend la main en 1937. Il fait voter plusieurs réformes sur le salaire minimum pour les femmes, les droits syndicaux et sur la sécurité sociale. Les bases de l'État-providence sont posées. Les agences gouvernementales sont maintenues et développées. L'administration où je travaille fusionne avec la Farm Security Administration ou FSA. La section historique de Roy Stryker est conservée et je prends même du galon. En revanche, nombreux sont les photographes de la première époque à partir. Dorothy Lange se consacre à son livre. Walker Evans, lui, prépare son exposition personnelle au Musée d'art moderne de New York. Son départ cristallise l'implication de plus en plus politique de la FSA. Pourtant, les photos de Walker Evans ont marqué l'iconographie de l'agence. Sa volonté de garder ses distances, de conserver une neutralité, son attention aux détails du quotidien, son désir de rendre visible ce que personne ne regardait plus vraiment, ont permis de définir tout ce qui était typiquement américain. Mais qu'est-ce qui était typiquement américain? Les New Dealers ont toujours eu à cœur de concilier et de réconcilier. C'est pourquoi il était important de définir une identité culturelle moderne et collective dans laquelle chaque Américain pourrait se reconnaître et à laquelle nous pourrions tous nous identifier. Cette culture mainstream était celle des gens ordinaires et de l'ordinaire. C'était celle du jazz dans les films de gangsters et des pas sur la musique folk. C'était les 2 rives de la rivière, l'une pour les cowboys et l'autre pour les Indiens. C'était les 4 têtes des présidents américains qu'on était en train de sculpter sur le mont Rushmore. C'était le rodéo, c'était Tom Sawyer et c'était l'Amérique. C'était l'odeur des pains de mie des dimanches matins, le pchit de la bouteille de soda, la glace qui scelle les lèvres. C'était le hot dog new-yorkais et le hamburger californien. C'était Mickey et tous les personnages de Walt Disney. C'était le bowling, les matchs de baseball, de basket et de foot américain.
C'était surtout un mode de vie, une attitude, une posture, une manière de bouger et de se sentir exister, une manière d'être. Tout est remis en cause en 1937, quand survient une nouvelle récession économique majeure. C'est à nouveau une crise boursière d'une violence extrême. Les actions chutent de près de 50%. Tous les gains enregistrés grâce au New Deal sont réduits à néant. Cette débâcle s'expliquerait par la réduction des aides fédérales et des dépenses publiques et par l'augmentation des impôts pour lutter contre l'inflation. Mais contrairement à ce qui s'était passé en 1929, le gouvernement réagit, et vite. Roosevelt décide d'accroître massivement les dépenses publiques de 5 milliards de dollars. Il entend restaurer les cours de l'agriculture en détruisant une partie des productions. Les producteurs de lait, de porc, de tabac et de coton sont les plus touchés. La colère soulève les campagnes. Nous étions tous tellement persuadés que la crise avait été éradiquée grâce au New Deal. Cette récession soudaine montre notre fragilité. En 1929, j'étais seul. Maintenant, je redoute que toute ma famille se retrouve à la rue. En plus, les nouvelles en provenance de l'étranger ne sont pas bonnes. 1937, Hitler apporte son soutien au général Franco. L'aviation allemande et italienne bombarde la ville espagnole de Guernica. Le Japon attaque la Chine. Les massacres des populations civiles émeuvent l'opinion internationale, mais elle ne fait rien. Roosevelt, lui, se déclare en faveur d'une mise en quarantaine de tous les pays agresseurs. Prévue dans la loi de neutralité de 1937, la clause « cash and carry », payer et emporter, autorise les pays agressés à venir chercher eux-mêmes des marchandises puis des armes aux États-Unis, mais à condition de les payer comptant. Même s'il fait bonne figure, la crise de 1937 a profondément ébranlé Roosevelt dans ses certitudes. Le président déclare à son secrétaire au Trésor, Henry Morgenthau, que la guerre qui se profilait en Europe pourrait être bénéfique aux États-Unis. Orienter l'économie américaine vers une production militaire permettrait de réduire le chômage tout en constituant une force de dissuasion. Roosevelt lance alors en grand secret un programme de construction de sous-marins à large rayon d'action. Son intuition est bonne. 1938. Grâce à l'injection massive de dollars et de crédits, la situation économique se redresse aux États-Unis. Mais en Europe, c'est l'escalade. Hitler réunit sans coup férir l'Autriche au Reich allemand. Il jette ensuite son dévolu sur la Tchécoslovaquie. Lors de la conférence de Munich, les Français et les Anglais acceptent que les nazis annexent le territoire des Sudètes. Mais protéger la paix à tout prix sert surtout les intérêts des puissances guerrières. Les succès d'Hitler marquent aussi l'opinion publique américaine. Depuis la crise de 1937, inquiets, les Américains sont de plus en plus tentés par le radicalisme. Le 20 février 1939, au Madison Square Garden, 20 000 personnes font le salut nazi à une manifestation du Bund germano-américain. Son chef, Fritz Kuhn, qualifie aussi le New Deal
de Jew Deal, d'affaires juives. Dehors, les contre-manifestants communistes et démocrates en viennent aux mains avec les forces de l'ordre. Je suis parmi eux. À la FSA, je sens bien que le vent tourne. Roy Stryker oriente ses photographes vers les préparatifs de guerre. Ils œuvrent de plus en plus pour la propagande. Signe de ces temps nouveaux, les pellicules en couleur font leur apparition. Les photographes les utilisent surtout dans leurs reportages consacrés à l'industrie de guerre. C'est pour moi le signe d'un basculement. Le monde des Dirty 30s, des sales années 1930, était celui des pellicules en noir et blanc, mais où le gris était aussi possible. Celui des années 1940 s'annonce en couleur, comme le premier film en Technicolor, Autant en emporte le vent. J'essaie de ne pas trop montrer mon angoisse. Un air lourd pèse sur Washington. Les jeunes communistes manifestent devant la Maison-Blanche au nom du pacifisme. Et voilà, Staline et Hitler ont signé le 23 août 1939 un pacte de non-agression réciproque. Dans la foulée, les nazis envahissent la Pologne, que les deux ennemis héréditaires s'empressent de dépecer. La France, l'Angleterre ne peuvent plus laisser faire. En Europe, la guerre est déclarée. Dans ce contexte, le 5 novembre 1940, Roosevelt est réélu pour la 3e fois. L'Amérique devient l'arsenal de la démocratie. La loi Prêt-Bail de 1941 autorise les États-Unis à vendre à crédit du matériel militaire aux nations qu'ils soutiennent. Grâce à ces dispositions, nous possédons désormais 70% des réserves d'or planétaires. C'est la fin de la Grande Dépression. Et puis, le Japon lance une attaque éclair contre la flotte américaine basée à Pearl Harbor. Les États-Unis entrent en guerre. Les 6 millions de chômeurs se mettent en rang sous le drapeau. La FSA est remplacée par l'Office of War Information, l'organisme en charge de la propagande. Redoutant que sa collection de photos puisse disparaître, Roy Stryker met tout en œuvre pour qu'elle soit transférée à la Bibliothèque du Congrès. Je commence à classer et à répertorier les 270 000 négatifs. Je contemple les portraits réalisés par Dorothea Lange, John Vachon, Walker Evans, Jack Delano, Arthur Rothstein. Ces visages anonymes me ressemblent parce que je m'y reconnais. Ils sont ma famille, ils sont mon double, ils sont mon trouble et ils sont mon espérance. Peut-être que moi aussi je vais revenir vivant de la guerre. Qui sait?